Bonjour et bienvenue à tous pour ce club de l'économie du monde un peu particulier. Alors, nous vous avons privé de croissant, distanciation sociale oblige. Donc, merci d'être virtuellement venus nombreux pour participer à cette nouvelle expérience pour nous. Nous avons le plaisir d'aujourd'hui, ce matin, de dialoguer avec l'économiste Patrick Artus au lendemain même de l'annonce d'Édouard Philippe sur le déconfinement. Alors, je précise que cette séance se veut interactive. Je vous invite donc à poser des questions en laissant vos noms et prénoms si possible. Patrick Artus, bonjour d'abord. Bonjour. Je ne sais pas si vous êtes une providence pour la banque qui vous emploie, Natixis, mais vous l'êtes assurément pour tous les journalistes, vos nombreux étudiants et tous ceux intéressés par la matière économique. Vous n'avez pas votre pareil pour ramasser un problème compliqué dans une question simple. Et pour ça, votre arme d'édification massive, ce sont vos flashs quotidiens, entre 6 et 8 écrits par jour, dans le taxi, au bureau, dans l'avion, pendant les réunions. Enfin, tout ça, c'était évidemment avant le confinement. Mais on a l'impression que le télétravail vous a stimulé. Vous en rédigez encore plus. Un régal pour tous vos abonnés qui, en une dizaine de graphiques commentés, comprennent les marchés américains, la stratégie commerciale chinoise, la détresse du pétrole ou de l'automobile. Et au milieu, eh bien, des idées profondes sur les bienfaits de la redistribution, les conséquences de la mondialisation ou le rôle de l'État. Vous êtes un peu un représentant de cette pensée française où on essaye de mêler à la fois le libéralisme et une certaine appétence pour le rôle de l'État. Par exemple, dans votre livraison d'hier, vous posiez de très bonnes questions. Comment éviter l'épargne de précaution? Faudra-t-il un jour payer les dettes contractées aujourd'hui? Pourquoi pas? Payer des dividendes se fait-il au détriment de l'investissement? De bonnes questions, mais énormes aussi. On a toujours l'impression que vous préparez ainsi votre prochain bouquin en testant des idées nouvelles. Celle qui a fait le plus de bruit ce mois-ci, annonçait purement et simplement la fin du capitalisme néolibéral. Rien que ça, en 12 courbes seulement. Alors des livres, vous en avez écrit déjà une vingtaine avec des titres toujours très joyeux comme Les incendiaires, Comment le capitalisme s'autodétruira, La folie des banques centrales et si les salariés se révoltaient, et aussi Les apprentis sorciers, 40 ans d'échec de la politique économique française. Alors, il faut croire qu'ils ne sont pas rancuniers, ces politiques, puisqu'ils vous consultent toujours régulièrement, surtout en ce moment de grande incertitude et de besoin d'idées neuves. Vous êtes donc le candidat idéal pour venir répondre à nos questions ce matin et nous en avons en masse. Certaines sont déjà arrivées depuis un bon moment. Mais avant de donner la parole à l'assistance nombreuse qui nous écoute ce matin, revenons à l'actualité d'aujourd'hui et du 11 mai prochain, évidemment, le déconfinement. Tout le monde en rêve, tout le monde l'attend, mais Édouard Philippe a douché quelques espoirs hier après-midi en prévenant que ce serait progressif, prudent et pas homogène partout dans les secteurs et les territoires. Et pourtant, il faut bien en sortir de la situation actuelle. Le Premier ministre a parlé de risque d'écroulement. Alors, Patrick Artus, pourquoi l'économie ne peut plus attendre pour redémarrer? Bien, bonjour à tous d'abord. Parce que la technologie qui est utilisée, d'ailleurs pas seulement en France, dans tous les pays pour répondre à cette crise, ne marche que si on a une crise sur une période relativement courte de temps. Ce que tous les pays ont fait, c'est finalement de compenser autant que possible la perte de revenus qui est due à la perte de production, une perte de revenus pour les ménages, une perte de revenus pour les entreprises, de la compenser autant que possible par du déficit public. Et d'ailleurs, quand vous prenez l'ensemble de l'OCDE, vous voyez que l'augmentation du déficit public, c'est à peu près le même chiffre, c'est peut-être même presque un tout petit peu plus que la perte de PIB, c'est-à-dire de revenu national. Et donc, bien sûr, il y a des catégories sociales qui sont très durement touchées. On sait qu'en France, par exemple, c'est toutes les personnes qui avaient des contrats de travail à court terme, hein, les intérimaires, les titulaires de CDD courts, les petits artisans, les petits indépendants, les familles monoparentales. Mais si vous prenez la macroéconomie, en moyenne, l'État fait l'effort de maintenir le revenu des entreprises et des ménages. Alors, cet effort, il conduit à un déficit public qui est gigantesque. On va sans doute être cette année en France à 10% du PIB.
peut-être plus d'ailleurs. Pour l'instant, le gouvernement parle de 9. Aux États-Unis, on est déjà à 19% du PIB. Et pourtant, ceci compense 2 mois de confinement. Et on voit bien que même, on en parlera sans doute tout à l'heure, même si ce déficit est financé en réalité par la création monétaire, il y a quand même une limite au déficit. Et donc, on arrive avec 2 mois de confinement au chiffre de déficit le plus élevé qu'on puisse imaginer. Avec 4 mois de confinement, on devrait faire 20% du PIB de déficit public en France et 40% aux États-Unis. Et là, ça marche plus. Donc, la technologie utilisée, qui est une technologie où l'État, finalement, assure tout le reste des agents économiques contre la perte de revenus. De nouveau, je parle globalement, parce que je sais bien qu'il y a des catégories de personnes qui souffrent beaucoup, mais globalement, cette technologie n'est gérable que sur une période de temps, disons, de 2 mois. Et au-delà, on ne pourrait plus utiliser cette technologie. Donc, je crois que c'est ça la réponse à votre question. Alors, le gouvernement parle d'une récession de près de 8%, ce qui est considérable. Je ne sais pas si ça s'est déjà vu dans l'histoire. Alors, dites-nous concrètement, qu'est-ce que ça veut dire une récession de 8% en termes de faillite, de chômage, de compte public, et qu'est-ce qu'on peut invoquer comme précédent? Qu'est-ce que ça veut dire, cette récession de 8%? Bon, je réponds d'abord à la question précédente. Beaucoup de personnes ont fait une comparaison avec la crise de 29. J'ai du mal à faire cette comparaison parce que la crise de 29, qui a en fait duré jusqu'à 34-35, a été monstrueusement aggravée par des erreurs de politique économique. Il faut quand même se rappeler que dans les années 30, on ne savait pas faire de politique macroéconomique. On ne comprenait pas bien. C'est avant Keynes en particulier. Et donc, quand vous regardez la politique budgétaire, dans le cas américain par exemple, la politique budgétaire, elle reste restrictive jusqu'en 1931 et ensuite on a un tout petit déficit public de l'ordre de 1% du PIB. On a fait de l'austérité en quelque sorte. Oui, on a fait de l'austérité et surtout on a fait baisser de 20% la quantité de monnaie. L'analyse très erronée qui avait été faite à l'époque, c'était que la crise était due à l'excès d'endettement et en particulier, vous savez, il y avait des montages financiers en chaîne avec beaucoup d'endettement et donc il fallait réduire la quantité de monnaie puisque la crise venait d'excès d'endettement. Depuis, on a appris que quand on a une crise due à l'excès d'endettement, il faut au contraire accroître la quantité de monnaie. Donc, on a une contraction monétaire considérable qui, évidemment, qui a vraiment plongé les États-Unis, les autres pays, dans une déflation horrible. Donc, en fait, on ne savait pas du tout à l'époque répondre à une crise économique. Alors, bien entendu, d'autre part, toutes les crises économiques du passé sont des crises qui sont liées à l'effondrement de la demande. Les plus récentes, c'est 2008-2009, donc c'est une chute de la demande qui est due à une crise bancaire, à une crise financière, à la chute des cours boursiers, etc., et au fait que les banques arrêtent de prêter. Là, c'est pas du tout, en ce moment, c'est pas du tout une crise de la demande, c'est une crise de l'offre, puisque simplement, on ne peut pas produire. Donc, le produit intérieur brut de la France est 35% en dessous de son niveau normal, parce que beaucoup de salariés, en gros, la moitié des salariés ne produisent pas, et donc, dans le secteur privé, on a perdu la moitié. Mais ils n'achètent pas beaucoup non plus. Hein. De toute façon, ils sont chez eux, donc ils ne vont pas acheter des voitures et alors ça, construire des maisons. C'est un des enjeux, d'ailleurs, on en parlera peut-être après de l'après-crise, c'est qu'en même temps, il y a évidemment une énorme attention à départ forcé. Les ménages dans tous les pays de l'OCDE, en particulier en France, ont baissé leur consommation d'à peu près 35%. Et le taux d'épargne des Français en ce moment, il est de l'ordre de 40%. Et cette épargne, voilà. On ne peut pas consommer. Mais, donc, alors, oui, mais concrètement, le gouvernement dit on va faire une récession de 8%. Ça veut dire qu'il aura, lui, il va engranger beaucoup moins d'argent. Donc, ça veut dire moins d'argent à redistribuer après pour faire fonctionner tous les services publics, bien sûr. Ça veut dire des entreprises sur le carreau et ça veut dire du chômage. Donc, est-ce qu'on peut déjà avoir quelques chiffres qui nous indiqueraient sur tous ces indicateurs ce que ça voudrait dire 8% de récession? Alors, ce qui semble clair aujourd'hui, c'est que les politiques mises en place ont une efficacité. D'ailleurs, on peut comparer sur le chômage à ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, on a perdu 26 millions d'emplois. Non, qu'est-ce que je dis? On a perdu 22, je crois. Oui, le dernier comptage, je crois que c'était 22. Ça, 22 millions d'emplois. Ce qui est en réalité plus que ça, parce que ça, c'est simplement les Américains qui se sont inscrits au chômage pour la première fois. Il y a ensuite plein d'Américains qui sortent du marché du travail.
Donc, on perd énormément d'emplois. Donc, on voit en France, on a des chiffres du chômage qui ont été publiés il y a quelques jours, qui sont toutes catégories confondues. Alors, j'arrondis de 160, 170 000 hausses du nombre de chômeurs. Ce qui est d'ailleurs pas du tout à des licenciements. Il y a très peu de licenciements, ce qui est dû au fait que les entreprises ne créent pas d'emplois. Oui. Mais la hausse du chômage, par rapport à une perte de PIB de 8%, c'est-à-dire qu'on aurait dû avoir plus 1, on va avoir plus 8, et je pense que ça risque d'être pire que ça, donc on perd 9 points de PIB, on aurait pu avoir une hausse de chômage de 10 points, 11 points, donc on aurait pu monter à 18% de taux de chômage. On va avoir une hausse du chômage incroyablement plus faible que ça grâce au mécanisme de chômage partiel. Oui, mais il ne va pas durer éternellement. Donc, je pense qu'il va durer, alors pour l'instant c'est le 1er juin, mais honnêtement, je pense que le chômage partiel sera prolongé plus tard. La vraie menace, on en parlera peut-être après, la vraie menace, ce n'est pas une hausse brutale du chômage en France ou en Europe pendant la crise, pendant la partie sanitaire de la crise, c'est une hausse insidieuse du chômage qui continuerait après, parce qu'on aurait un déficit de production et de demande qui continuerait après la crise. Et puis sur les faillites, même chose. En 2009, le nombre d'entreprises qui a fait faillite était multiplié par 3. Tous les travaux que nous avons aujourd'hui, des agences d'assurance crédit ou des agences de rating, nous prédisent une hausse du nombre de faillites de l'ordre de 20% par rapport à l'année dernière. À nouveau, quand on perd 8 ou 9% du PIB, on devrait avoir une explosion des faillites. Donc aussi là, c'est ce que je disais avant, il y a un énorme coussin protecteur de l'État. Et donc, il faut bien comprendre le mécanisme dont je parlais avant. C'est-à-dire que l'État a décidé de prendre toute la charge de cette crise. Donc, c'est le déficit public qui est le grand perdant, si on peut appeler ça comme ça. Et du coup, par rapport à ce que ça aurait pu être, on n'aura qu'une hausse, pour l'instant, relativement faible par rapport à ce que ça aurait pu être. Mais globalement, ils peuvent… Pardon ? Ouais. Mais globalement, il peut faire ça combien de temps? C'est-à-dire, vous dites à chaque fois, finalement, l'État intervient, donc ça fait un coussin d'amortissement. Il intervient, ça veut dire qu'il jette des milliards pour empêcher les gens d'être au chômage, pour empêcher les entreprises de faire faillite. Il peut tenir comme ça, compte tenu de ses comptes, il peut tenir comme ça pendant combien de temps? 2 mois, 3 mois, 6 mois? Un an? Alors, là, on lit beaucoup de choses très, très peu claires sur ce sujet. Alors là, je prends 1 minute parce que c'est une mécanique qui est extrêmement importante. D'abord, à court terme, comme je l'ai dit, le problème est la chute de la production qui est due au fait que les salariés, la moitié des salariés ne peuvent pas aller travailler. Ce n'est pas un problème de demande, c'est un problème de contrainte physique sur la production. Et vous le disiez à l'instant, Philippe, il y a trop d'épargne. Donc, ce que fait l'État est assez simple. L'État emprunte cette épargne et s'en sert pour financer son déficit public. Donc, il n'y a pas de problème d'équilibre de l'épargne, puisqu'on a cette épargne forcée que l'État peut emprunter pour faire du déficit public. Donc, ça se passe bien. Après, l'année prochaine, à partir de la fin de cette année, ce qu'on risque d'avoir, c'est un problème d'insuffisance de la demande. On rentrerait dans une crise d'un type beaucoup plus traditionnel où il n'y aurait pas assez de demande. Là, l'État pourra continuer, et donc s'il n'y a pas cette demande, ça veut dire aussi qu'il y a trop d'épargne, donc l'État peut continuer à emprunter cette épargne. Donc du point de vue global de l'épargne, il n'y a pas de problème de financement de l'État. Il emprunte simplement l'épargne que les agents économiques ne dépensent pas. Après, la question, c'est que si on était dans une situation normale, pour financer ces déficits publics et emprunter cette épargne, l'État émettrait des quantités de dette publique. Ce qu'il fait d'ailleurs. Mais s'il n'y avait rien d'autre, ces émissions énormes de dette publique, c'est des obligations, feraient monter les taux d'intérêt. Et donc, on aurait une limitation à l'action de l'État qui serait la hausse des taux. En ayant bien vu au début de cette crise que les taux d'intérêt commençaient à monter très, très vite, en anticipation de ces grosses émissions d'obligations par l'État. C'est là que les banques centrales interviennent en disant il n'est pas question que les taux d'intérêt augmentent, nous allons acheter cette dette publique et nous allons la remplacer par de la monnaie. Donc, ce qui est créé pour financer les déficits publics, c'est très transitoirement de la dette, mais extrêmement vite, en fait, de la monnaie. Donc, il n'y a pas de problème de dette. Il faut arrêter ces débats insensés sur la question de la dette publique. Alors, on a une mesure comptable de la dette publique. On dit la dette publique de la France, elle va monter à 115% du PIB. Et ça ne veut rien dire du tout, puisque une partie très importante de cette dette, sans doute 35 à 40% du PIB, sera en fait détenue par la Banque centrale. Elle ne sera pas du tout à placer sur les marchés financiers. Et en réalité, ce n'est pas de la dette qui finance cette crise, c'est de la monnaie. Donc, la bonne question, c'est pas oh, mon Dieu, il y a trop de dettes, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas trop de dettes. On n'est pas en train de créer de la dette, on est en train de créer de la monnaie.
donc la bonne question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on crée une montagne de monnaie pour financer des déficits? Alors, c'est ce qu'on appelle la planche à billets, hein, enfin ce qu'on appelait dans le temps la planche à billets. Alors, justement, quelles sont les limites de cette tactique qui consiste à emprunter de la dette dont on sait qu'elle ne sera pas remboursée parce que la monnaie l'annule? Bah, la dette est annulée. Il faut comprendre qu'une dette publique qui est détenue par une banque Ouais. centrale, alors sous une condition qui est que la banque centrale ne la revende pas plus tard, et ça serait bien d'ailleurs que la BCE s'engage à ne pas revendre les dettes publiques qu'elle achète aujourd'hui. Mais elle le dira, ou enfin, tout le monde comprendra. Mais quelles sont les limites alors? Bah, la limite, c'est la création monétaire. Ça pose une question qui n'est pas la question de la limite à l'endettement public, puisque nous n'émettons pas en réalité de dette publique. La question, c'est quelle est la limite à la création de monnaie. Alors, il y a 30 ans, la réponse était simple, ça s'appelait l'inflation. Et donc, on crée beaucoup de monnaie, ça faisait de l'inflation, et donc on aurait eu un problème d'inflation assez vite, et peut-être même d'hyperinflation. Or, ce mécanisme-là, il n'existe absolument plus, puisque la création monétaire n'est plus utilisée pour acheter des biens et des services. On va dire au Japon, le bilan de la Banque du Japon par rapport au PIB du Japon, il est 4 fois plus gros que celui de la BCE ou de la Réserve fédérale. Donc, on a une expérimentation de laboratoire très intéressante au Japon. Et si vous enlevez l'effet des hausses de TVA que fait régulièrement le gouvernement japonais, au Japon, l'inflation est de zéro. Donc, il n'y a aucun lien entre la création monétaire et l'inflation. Mais on sait que la création monétaire, elle fait monter les prix des actifs. Ça veut dire quoi? Les prix de l'immobilier, les cours boursiers, les prix des métaux précieux, enfin, tout ce qu'on peut acheter. Donc, en fait, on achète des actifs avec la monnaie. Et en particulier, le vrai danger avec cette crise, c'est qu'on refabrique, par exemple, une énorme bulle sur l'immobilier, avec toutes les conséquences horribles d'une bulle immobilière. C'est ça, en fait, l'inflation n'a pas vraiment disparu, sauf qu'au lieu d'être dans les prix des objets de tous les jours qu'on achète, elle se retrouve dans des actifs un peu particuliers comme l'immobilier. Oui, l'immobilier. Et puis aussi, on voit qu'il y a une corrélation extrêmement forte entre la création monétaire et la taille des capitaux internationaux qui circulent, en particulier vis-à-vis des pays émergents. On crée de la monnaie, par exemple, on crée des dollars, des euros. Une partie de cette monnaie est investie dans les pays émergents quand on a une vision optimiste des émergents. Et puis quand l'inquiétude sur les émergents comme en ce moment augmente, on retire cet argent des émergents. Donc on crée d'énormes flux de capitaux qui rentrent et qui sortent des pays émergents et qui déstabilisent totalement les économies des pays émergents avec une énorme volatilité des taux de change de ces pays qui est dramatique. Donc il ne faut pas croire que ce qu'on fait… Alors on voit bien, on a échappé à une hausse massive du chômage et des faillites grâce à un énorme déficit public. On a échappé à une crise de la dette publique parce qu'on a monétisé, comme on dit, ces déficits publics. Donc, en fait, on a remplacé les dettes par de la monnaie, mais on ne va pas échapper à un coût qui va être la bulle immobilière, la volatilité des taux de change, la volatilité des économies des pays émergents. Donc, en fait, le coût de cette politique qu'il faudra payer, c'est, appelons ça l'instabilité financière. Voilà, c'est ça. Alors, instabilité financière. Alors, justement, un mot très bref avant de parler un peu du changement de modèle. Quid des bourses? Parce que finalement, on a l'impression que, notamment la bourse américaine, à Wall Street, qui est un petit peu l'étalon de toutes les bourses mondiales, elle n'a pas tant baissé que ça par rapport au niveau très important qu'elle avait. Alors, est-ce que les bourses ont encore, si j'ose dire, un potentiel de baisse? Est-ce qu'elles vont repartir vers le plancher? Alors, normalement, et c'est ce qu'on a observé dans le passé, une grosse crise comme celle-là, avec à un moment donné un effondrement des cours boursiers, laisse des traces. Ça laisse de l'aversion pour le risque. Oui. Donc, on ne s'attend pas normalement à ce que les cours boursiers remontent au niveau d'avant-crise avant plusieurs années. Ça peut être un processus assez pénible parce qu'on va exiger une prime de risque plus élevée, pour parler techniquement, et donc ça veut dire une valorisation plus faible de ce qui est risqué. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que le risque de bulle essentiel, il est sur l'immobilier. Parce qu'il y aura peut-être… Alors, on voit qu'il y a beaucoup de Français qui achètent des actions en profitant des cours très bas. Mais enfin, on se dit quand même qu'on va avoir une… Les grands investisseurs institutionnels auront peut-être moins envie d'acheter des actions et vont se reporter sur des actifs. Il y a moins de volatilité des prix, par exemple l'immobilier, ou les infrastructures. Et par contre, aux États-Unis, parce que c'est surtout un phénomène américain, ce que vous décrivez, il y a un secteur très particulier qui est la technologie, la tech, comme on dit là. Les entreprises, parce que c'est quelque chose dont peut-être on peut parler maintenant.
un des problèmes post-crise, ça va Mm. être un changement, je pense, extrêmement violent de la structure entre secteurs d'activité de nos économies. Ah Il oui. va y avoir des secteurs d'activité qui vont être durablement très pénalisés, des secteurs d'activité qui vont avoir une explosion de leur chiffre d'affaires et de leur production. Et on voit que globalement, la technologie va sortir beaucoup plus forte de cette crise. Il y a des études américaines, par exemple, qui disent que le pourcentage d'heures faites à la maison, on appelle ça le télétravail, voire from home aux États-Unis, va passer de 14% des heures de travail à 37% des heures de travail. Et ça veut dire qu'on va beaucoup moins consommer d'espace de bureau et beaucoup plus consommer de télécom. Il y a des études chinoises qui suggèrent qu'il y a une hausse irréversible et massive de ce qui est acheté en ligne, et puis dans la distribution physique. Donc on voit que globalement, tout ce qui est nouvelles technologies, télécom, moyens de paiement, etc. Même les loisirs avec Netflix d'ailleurs. Voilà, enfin, tout ce qui est sur un écran, quoi, au sens large, tout ce qui est sur un écran est déjà gagnant, avec des chiffres d'affaires déjà très, très roses. Et ça, on ne reviendra pas en arrière, même après la crise du virus. Ben, je crois, alors un peu, mais honnêtement, il y a ce sondage qui a été fait auprès des chefs d'entreprise américaines qui est impressionnant encore. Il y aurait un presque triplement de la dose de travail à domicile. Et on voit en Chine, les Chinois, ils ne retournent pas dans les boutiques. C'est vrai que la crise sanitaire, c'est pas très sympa d'aller dans une boutique si on a un masque et si on peut rien essayer, par exemple. Mais enfin, on a l'impression qu'il s'est pris des habitudes de travailler en ligne. Donc, voilà. Et puis, on sait par ailleurs que après ce genre de crise, on l'a déjà vu dans le passé, tout ce qui est bien durable est longtemps pénalisé. Bien durable, c'est par exemple les voitures, c'est le gros équipement de la maison, c'est les biens d'équipement pour l'industrie. La raison étant que ce genre de crise décourage l'endettement. Donc tout ce qui s'achète à crédit, en général, est durablement freiné. Donc on se dit que le secteur automobile, lui, il va être durablement faible, que les biens d'équipement industriels vont être durablement faibles. Il y a la question du tourisme. Enfin, vous voyez, donc il y a une question assez générale qui est très importante dans la gestion de la sortie de crise, qui est qu'on va avoir une juxtaposition de secteurs qui auront des goulots d'étranglement terribles. Moi, je parle à des entreprises du secteur des technologies qui me disent qu'elles cherchent à embaucher absolument des informaticiens, etc., et qu'il n'y en a pas, et que c'est terrible, qu'il y a un goulot d'étranglement terrible sur les ressources en personne. Et à côté de ça, vous avez lu le message du président d'Air France KLM sur les perspectives pour le transport aérien. Donc on va avoir une juxtaposition de secteurs très en difficulté qui vont licencier. Regardez les annonces des compagnies aériennes aujourd'hui. On a un peu l'impression qu'on aura 20% de secteurs qui vont beaucoup en profiter, et puis 80%, tous ceux que vous venez de citer, et qui sont notamment assez présents en France, qui eux, seront durablement handicapés. Oui, alors, en gros, le pire des cas, ce serait un pays qui aurait une grosse exposition au tourisme, une grosse exposition à l'automobile, une grosse exposition à la distribution traditionnelle. L'Espagne, qui est un pays sur lequel on peut être assez inquiet, ou la Grèce, qui vont beaucoup souffrir. Puis les États-Unis s'en tirent mieux parce qu'il y a le poids du secteur technologique. Ouais. La France aussi. La France, c'en est de. Avec l'aérien, il y a l'aérien, la voiture, mais on a quand même beaucoup de start-up techno. Mais voilà. Mais ça, en plus, pour la politique économique, c'est très compliqué à gérer parce que vous n'avez pas une crise homogène. Il y a une crise qui est extrêmement hétérogène entre les secteurs, entre les personnes même. Si vous êtes ingénieur dans l'informatique, vous allez recevoir 15 offres d'emploi. Si vous êtes ingénieur dans l'aérospatiale, vous allez sûrement avoir pas mal d'inquiétudes. Et voilà, donc c'est une crise très hétérogène et les ruptures sectorielles dans la structure d'une économie, c'est très pénalisant. On ne sait pas bien faire ça. Il faut transférer des personnes, des moyens de production. Ça va être très compliqué. Alors, avant de passer aux questions, une dernière. Vous insistez beaucoup sur la fin du capitalisme néolibéral et sur la relocalisation des économies. Alors, est-ce qu'il faut vraiment croire et espérer finalement cette relocalisation, et est-ce que c'est un peu la fin de la mondialisation qui nous a accompagnés durant les 20 dernières années? Alors, je crois qu'il y a quand même beaucoup de voix qui vont dans la même direction, en expliquant que c'est l'occasion de s'interroger. On sait que le capitalisme post-années 80 a quand même
eu toutes sortes de conséquences. Alors, je ne parle pas d'un point de vue moral, politique, je parle du point de vue de l'efficacité économique. On a délocalisé des industries qu'on n'aurait pas dû délocaliser. C'est le débat récent sur le médicament, sur les énergies renouvelables, sur les télécoms, etc. On a, alors pas en France, mais dans l'OCDE, on a déformé le partage de revenus au détriment des salariés, pour faire monter les profits. On a, aux États-Unis, racheté massivement les actions, simplement pour faire monter les cours boursiers. On ne s'est pas occupé beaucoup du climat, etc., etc. La liste est très longue. Et on se dit que, il me semble que dans le monde des intellectuels, des économistes, des hommes politiques, il y a quand même beaucoup de réflexions en se disant que c'est l'occasion de faire un point sur tout ça. Qu'est-ce qui va se faire concrètement? Alors, il y a une difficulté qui va être quand même assez grande, c'est que les entreprises vont sortir extrêmement affaiblies de cette crise, avec beaucoup d'endettement, énormément de crédits. Et donc, ce crédit, ça veut dire après de la dette, c'est des entreprises endettées, elles ne sont pas très dynamiques normalement. Elles n'ont pas envie d'avoir des régulations supplémentaires. Vous avez vu le débat avec le MEDEF en France sur les règles climatiques. Et en face de ça, il y aura des opinions des gouvernements, et en Europe, sans doute le Parlement européen, la Commission, qui vont pousser à une évolution du capitalisme avec des règles climatiques peut-être plus strictes, des règles environnementales plus strictes, sans doute des relocalisations d'industries dont on juge qu'elles n'auraient jamais dû être délocalisées. Alors, et dans le monde de l'entreprise aussi, il y a une réflexion sur les chaînes de valeur, parce que beaucoup d'entreprises nous disent, oui, mais certes, c'est très efficace d'un point de vue économique de délocaliser dans des pays où les coûts de main-d'œuvre sont très bas, mais dans le même temps, ça crée une fragilité énorme, parce que s'il y a un pays qui ferme dans une chaîne de valeur, c'est qu'une voiture a des pièces qui viennent à peu près de 35 pays différents. Donc, s'il y a des 35 pays qui ferment, on arrête la production des voitures et ce n'est pas supportable comme niveau de risque. Donc, il y aura aussi dans les entreprises une espèce d'assurance contre la fragilité des chaînes de valeur mondiales. Donc, il y aura un certain nombre de relocalisations, mais moi, je vois quand même d'assez grandes tensions autour du capitalisme néolibéral. C'est-à-dire que le monde de l'entreprise n'aura pas envie qu'il soit remis en cause, parce que c'est beaucoup plus facile d'accepter des règles nouvelles quand on va bien que quand on va mal, c'est naturel. Et le monde politique et les opinions diront, mais ça suffit, le rendement des fonds propres à 15%, c'est trop, il faut que les actionnaires acceptent un rendement plus faible, il faut relocaliser, il faut augmenter les bas salaires. On va avoir tout un débat évidemment sur les bas salaires, dans la distribution, dans la santé, dans le transport. Ce débat, il a commencé. Les opinions vont massivement soutenir des hausses de salaire sur toutes ces activités très utiles et très mal payées dans la plupart des cas. Et ça va être des demandes qui vont être faites à des entreprises en très mauvaise situation financière. Donc, je pense qu'il y a un risque de très grande tension entre des demandes aussi bien, je dirais, collectives et des gouvernements sur le modèle économique, sur le climat, sur la localisation, des demandes sociales sur un certain nombre de salaires et des entreprises qui vont dire mais c'est vraiment pas le moment, regardez l'état de nos comptes. Donc avec des risques derrière politiques, c'est ça que vous voulez dire? Avec un risque de tension sociale, mais qui est plus que sociale, qui est une tension, je dirais, idéologique. Alors, on sait, il y a des articles, je crois dans Le Monde hier soir, on voit des articles en disant qu'il ne faut pas exagérer la corrélation entre les dérèglements climatiques et les épidémies. Il y en a une, mais enfin, il n'y avait pas de globalisation tellement au XIVe siècle. Enfin bon, il ne faut pas exagérer. Mais quoi qu'il en soit, je pense que les opinions vont faire l'association en disant tout ça, c'est la globalisation. Donc, on va déglobaliser, on va essayer de changer les règles du capitalisme, qui s'intéressent plus aux salariés, aux collectivités, à l'environnement, en face d'entreprises qui vont être forcément très frileuses. Ils vont dire, oui, peut-être, si on pouvait attendre 5 ans, ça serait pas mal, parce que d'ici là, il faut surtout qu'on reste au compte. Donc, je pense qu'il y aura une vraie tension. Alors maintenant, on va passer à la partie questions et pour ça, je vais me tourner vers Béatrice Madeline, ma consoeur, qui a regardé un petit peu toutes les questions que vous avez envoyées. Vous êtes en train d'envoyer et puis qui aussi a des questions à vous poser. Alors, Béatrice. Bonjour à tous. Merci d'être nombreux avec nous ce matin. Je crois que vous êtes près de 300 aujourd'hui à être connectés. Donc, il y a beaucoup de questions, effectivement, qui sont arrivées autour de la dette, un sujet dont vous avez déjà parlé, Monsieur Artus. Mais on a des questions, par exemple, assez précises sur la question de la dette, des dettes perpétuelles.
Et puis, une question aussi qui revient, c'est qui va au final payer cette dette? On a bien compris le principe de la monétisation, mais quand même, est-ce que vous pouvez nous expliquer au final qui va payer cette dette ou est-ce que personne ne la paiera? Donc, c'est une dette qu'on va léguer à nos enfants, c'est une dette qu'on va payer par l'impôt dans les années qui viennent, c'est une dette que paieront les détenteurs de capital. Comment ça va se passer pour s'acquitter de cette énorme dette? Je me répète un peu, mais c'est un point extrêmement important. Cette dette qui est achetée par les banques centrales, sous l'hypothèse que les banques centrales ne la remettent pas sur le marché, ne la revendent pas plus tard, il faut considérer qu'elle est annulée. D'ailleurs, regardez ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni. Le Trésor britannique se finance directement auprès de la Banque centrale par la création monétaire et il n'émet plus de dette. Donc, on va regarder le taux d'endettement du Royaume-Uni, on va dire c'est bizarre, il n'a pas augmenté alors qu'ils ont fait 6 points de PIB de déficit public. Oui, mais eux, ils ont même enlevé l'étape émission d'obligations, émission de dette. Alors, nous, on ne l'enlève pas, mais c'est totalement fictif. L'État français finance le chômage partiel, il émet une obligation qui est immédiatement achetée par la Banque de France et qui met de la monnaie à la place. Et cette obligation, elle a disparu dans le bilan de la Banque de France, elle n'en sortira probablement jamais plus. Et donc, c'est exactement comme en Angleterre. Ce serait aussi simple que la Banque de France crée directement de la monnaie et qu'on ne s'ennuie pas à émettre cette dette. Simplement, on n'a pas le droit, pour des raisons légales qui tiennent aux règles de la zone euro. On émet de la dette qui est immédiatement annulée après avoir été émise. Donc, il n'y aura pas besoin de rembourser cette dette. Mais ça ne concerne que 20 à 30% de la dette. Le reste… Alors aujourd'hui, avant cette crise, la France avait une dette publique qui faisait à peu près 100% du PIB. Et en fait, la vraie dette, c'était 80% du PIB. J'arrondis les chiffres. Il y avait 20% qui étaient dans le bilan des banques centrales européennes, essentiellement la Banque de France. Et cette partie-là, elle n'existe pas. Alors, sauf bien sûr si les banques centrales faisaient la bêtise de dire on va faire maigrir nos bilans. Donc, on va revendre cette dette. Donc, là, évidemment, on la remet sur le marché et là, elle réapparaît. Mais elles ne feront pas ça. D'ailleurs, il y a beaucoup d'économistes qui ont demandé à Christine Lagarde de bien vouloir dire officiellement, c'est les économistes qui ont compris ce mécanisme, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas, mais qui a demandé que Christine Lagarde dise officiellement qu'elle n'essaiera pas, après cette crise, de faire maigrir le bilan de la BCE. Il suffirait qu'elle dise ça pour que tout le monde comprenne que nous n'avons pas en réalité créé de dette publique. C'est comme en Angleterre, on ne crée pas de dette publique. Donc on ne la remboursera pas, il n'y aura pas de hausse d'impôts, enfin, il n'y a pas de charge sur les générations futures. Et je l'ai dit tout à l'heure, la charge que nous mettons sur nous-mêmes, c'est l'instabilité financière. Parce que si créer de la monnaie, c'était complètement sans coût, gratuit, etc., ça serait trop facile. Alors, il y a une théorie aux États-Unis qui s'appelle la théorie monétaire moderne, qui explique qu'on ne voit pas pourquoi on s'ennuie, il n'y a qu'à faire le déficit public qu'on veut pour être tout le temps au plein emploi, et puis on crée de la monnaie, on n'est pas des problèmes avec la dette et les taux d'intérêt, on crée autant de monnaie qu'il faut, et il n'y a jamais de souci. Ah oui, si, quand on crée de la monnaie, il y a des soucis, à nouveau, on crée d'énormes perturbations pour les pays émergents, on fait des bulles immobilières, on accroît les inégalités de patrimoine, ça c'est très bien documenté, ça fait monter les prix des actifs qui sont détenus par les plus riches, etc. Donc, il ne faut pas croire que c'est pas innocent de créer de la monnaie. Arrêtons de débattre de la dette, débattons de la monnaie. Alors justement, il y a des questions à ce sujet. Au fond, quelle est la limite à cette création monétaire? Et puisque c'est si simple, finalement, ça paraît très simple de créer de la monnaie ou de faire de la dette pour faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire pour financer l'économie, soutenir les entreprises, etc. Pourquoi on ne fait pas de manière beaucoup plus, je dirais, chronique pour avoir une économie qui fonctionne bien? Oui, mais c'est une bonne question. Alors, il y a deux types de dépenses publiques. Il y a des dépenses publiques qui créent de l'investissement et qui créent plus tard du revenu. Et ces dépenses-là, on peut très bien imaginer de les financer par la dette. C'est-à-dire, si on est persuadé que mettre de l'argent dans l'université, mettre de l'argent dans la recherche, mettre de l'argent dans les énergies renouvelables, c'est quelque chose qui est efficace, qui va améliorer notre situation économique plus tard, il n'y a aucune raison de ne pas le financer par de la dette, puisque le rendement de ces investissements est supérieur au coût de la dette. Par contre, aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est des dépenses publiques qui sont du soutien aux revenus. Donc ça ne crée pas de revenus plus tard. On donne de l'argent aux ménages, aux entreprises, pour éviter qu'ils soient ruinés. Et donc là, on n'est pas du tout dans un type de dette dont on peut penser qu'il est justifié. Il n'est pas justifié. Donc, cette dette-là, on la monétise. Donc,
on ne veut pas que ce soit de la dette, justement, parce que la dette, ça va être en face d'un capital. Ça ne peut pas être en face simplement d'un complément de perte de revenus. Et donc, cette dette de crise qu'on émet aujourd'hui, il est logique de ne pas la laisser sous forme de dette, puisqu'à nouveau, elle ne générera pas le revenu qui permettrait de la rembourser, et donc il est logique de la transformer en monnaie. Donc voilà, donc il me semble qu'on peut avoir de la dette publique, il n'y a pas de raison d'avoir une limite à la dette publique qu'on met en face d'investissements intelligents. Et par contre, quand on met de la dette publique simplement parce qu'on a une crise économique, il faut la monétiser probablement pour éviter que cette dette soit une charge après qu'on ne saura pas rembourser. Donc je pense que ce qu'on fait est assez intelligent. Je pense que monétiser ce qu'on fait là. Alors par contre, va se poser la question plus tard, hein, dans la reconstruction, par exemple, du soutien aux relocalisations. Vous savez qu'il y a tout ce débat sur les émissions de dette européenne, par exemple, pour financer ce qu'on aura probablement, hein, pour financer. Vous êtes favorable à ce qu'on appelle les Corona Bonds, une émission de dette européenne mutualisée dont les Allemands et les Néerlandais ne veulent pas, notamment, enfin dont l'Europe du Nord ne veut pas? C'est plus compliqué que ça, Philippe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un accord sur la mutualisation. Donc, même les Hollandais acceptent qu'on émette de la dette mutualisée, mais ils ne veulent pas que ça soit associé à un mécanisme de solidarité. Ils ne veulent pas qu'un pays plus en difficulté puisse avoir une plus grosse part de cette dette qu'un autre, par exemple. Et ils veulent que ce soit des prêts remboursables, ils ne veulent pas que ce soit des investissements. Et donc, c'est la partie solidarité qui fait débat, pas tellement la partie mutualisation. Le président de la République l'a très bien dit, hein, si l'Europe émet de la dette et la reprête aux États, ça ne fait pas une énorme différence par rapport à une situation où les États s'endettent directement, parce qu'à la fin, on fait de la dette des États. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est de dire il faut construire notre industrie du médicament en Europe, il faut la développer. Et donc, l'Europe va s'endetter, et avec ça, elle va financer, elle va cofinancer le secteur privé, l'industrie du médicament. Et peut-être qu'il faut mettre plus d'argent en Italie que dans les autres pays, parce qu'il faut soutenir davantage l'économie italienne. Et ça a du sens de le financer avec de la dette très longue, l'idée de perpétuité. On ne va pas financer ça par la création monétaire. À nouveau, ça n'a pas de sens. Hein. C'est de l'investissement public intelligent ou du co-investissement intelligent. Il faut financer ça par une dette extrêmement longue, à 50 ans, perpétuelle, etc. Donc, vous voyez la segmentation. Hein. Les dettes de crise, il faut les monétiser pour qu'elles ne pèsent pas sur l'économie après la crise. C'est ce qu'on fait. Et les dettes qui sont des investissements intelligents, il faut les émettre. Ça serait mieux de les émettre au niveau européen. Il faut que ce soit des dettes très, très longues, parce que ça correspond à des investissements à très long terme. Donc, il me semble que ce qui est dans le tuyau aujourd'hui en Europe est assez bien par rapport à ça. Alors, à ce sujet, justement, sur la question de la relocalisation, par exemple, est-ce qu'on peut mettre en place des mécanismes d'attractivité pour relocaliser certaines industries en Europe ou en France, par exemple l'industrie du médicament dont vous avez parlé? Est-ce que c'est des mécanismes qui sont envisageables et qui sont utiles et efficaces? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les délocalisations, ça ne sort pas nulle part. Pourquoi on a délocalisé l'industrie? Enfin, c'est pas toute l'industrie du médicament. D'ailleurs, je regardais hier les balances commerciales pour le médicament et pour les principes actifs des médicaments. La France est excédentaire, y compris vis-à-vis de la Chine et de l'Inde. Donc, il faut faire un peu attention au message. On n'est pas si nul que ça. On se plaint beaucoup de devoir importer les antibiotiques des pays d'Asie. Enfin, au total, on est quand même un pays qui est excédentaire sur les médicaments et les principes actifs. Mais il y en a certains qu'on a laissé partir. Et on les a laissés partir pour des raisons de coût. C'est le problème de toutes les délocalisations. Votre boîte de Doliprane, disons paracétamol pour ne pas citer de marque, elle coûterait beaucoup plus cher si elle était fabriquée en France que si le principe est fabriqué en Chine ou en Inde. Et donc, la question qu'on va avoir, et c'est une question qu'on s'est posée avant la crise pour la batterie électrique, pour les voitures, c'est ça paraît stratégique que cette industrie soit en Europe, mais cette industrie en Europe va fabriquer à des coûts plus élevés que la Chine. Au moins au début, hein, tant qu'on n'a pas l'effet de taille qu'ont les Chinois. Et donc, il y a une intervention de l'État sur la batterie électrique qui me paraît extrêmement intelligente et qu'on pourrait avoir sur le médicament, c'est de dire à des industriels, vous fabriquez les usines, c'est vous qui savez faire ça, vous avez les brevets, etc. Mais nous, État, nous allons subventionner pendant un temps cette activité de manière à qu'elle soit immédiatement compétitive. Donc, la batterie électrique ne sera pas plus chère qu'une batterie chinoise et l'État aidera à ce que ce soit le cas pendant le temps nécessaire à monter cette industrie en régime. On pourrait faire ça sur le médicament. Il faut une aide de l'État et cette aide sous forme de,
je rends compétitive cette industrie tout de suite est assez intelligente, je trouve. C'est pas du dumping? Alors, il faut que l'Europe, ce qu'elle a fait pour la batterie électrique, accepte une aide sectorielle. Mais elle le fera, vous avez vu qu'elle le fera. Alors, on ne va pas faire ça pour tout. On ne va pas relocaliser les chaussettes. Je veux dire, ça n'a pas d'intérêt. Mais le médicament, pour les matériels de télécom, les matériels pour les énergies renouvelables, la batterie électrique, l'hydrogène, plus tard, ça, il faut qu'on l'ait chez nous. Mais c'est plus cher. Et donc, le rôle de l'État, il me semble, c'est d'assurer la compétitivité de cette filière. Ça me paraît une intervention très intelligente. Est-ce qu'il faut envisager, est-ce que ce serait utile d'avoir un grand plan de relance européen? Alors, on peut dire un mot peut-être des inquiétudes qu'on a sur le post-crise, parce que c'est à ça que doit répondre le plan de relance. À nouveau, les dettes publiques, je l'ai dit, c'est une fausse inquiétude. Il ne faut pas avoir cette inquiétude-là. On ne va pas demander aux Européens de payer plus d'impôts l'année prochaine. Deuxième question, il y a la situation des entreprises dont on a parlé. Les entreprises sont en mauvaise santé financière, elles sont endettées, elles ont perdu probablement 40% de leurs profits cette année et sans doute beaucoup l'année prochaine aussi. Et donc, les entreprises n'auront pas envie énormément, ou pas les moyens énormément d'investir. Il y a les ménages dont on a peur qu'ils soient très inquiets de l'avenir et qui se mettent à épargner énormément, qui est plein d'épargne de précaution. Et puis, il y a quelque chose qui inquiète beaucoup les entrepreneurs et dont on n'a pas encore parlé ce matin, qui est le coût de la sécurité sanitaire. Dans une entreprise, ça, pas partout, mais dans beaucoup d'entreprises, la distanciation sociale, la désinfection des locaux, les masques, le gel, etc. Les précautions qu'il faut prendre. Quand vous changez quelqu'un de poste, il faut désinfecter le poste. Ça fait considérablement baisser la productivité du travail. Donc, on va avoir un choc négatif de productivité dans l'industrie. Et ça, vous nous disiez tout à l'heure que chez Toyota à Valenciennes, pour l'instant, ils produisent beaucoup moins que ce qu'ils produisaient avant crise. Oui, alors ça va monter. Alors, on n'a pas d'estimation fiable de la perte de productivité, mais toutes les entreprises le disent, mais ça va être très compliqué parce que faut faire travailler les gens à 2 mètres les uns des autres, et chaque fois que quelqu'un laisse un poste de travail et quelqu'un d'autre vient, il faut désinfecter le poste de travail. Ça veut dire probablement que la productivité du travail va beaucoup baisser. Alors, pas dans la banque, pas dans les technologies, mais dans l'industrie, dans le bâtiment, peut-être dans le commerce. Et alors, comment les entreprises vont-elles corriger cette baisse de productivité? Ça, c'est très compliqué. Alors, si les entreprises ont trop de dettes et on hésite à investir, on a des recettes à peu près toutes faites. On met des aides à l'investissement, ce que tous les pays ont fait plein de fois dans le passé. Donc, ça peut être des subventions, des baisses d'impôts, des amortissements accélérés. Donc, de l'aide à l'investissement, on sait faire. Si les ménages n'ont pas envie de consommer, on peut les inciter à dépenser. Et à mon avis, c'est là qu'il faut faire rentrer le durable et le vert. Il faut inciter les ménages à déformer leur consommation vers la voiture électrique, l'isolation des maisons, l'équipement informatique des foyers pour pouvoir avoir du télétravail de qualité. Et ça, on sait faire. Mais alors, qu'est-ce qu'on sait faire si dans une entreprise, je prends un exemple, une entreprise automobile, on a perdu 10% de productivité du travail à cause des protections sanitaires? On va travailler plus? Alors, la solution de simplicité, c'est que les salariés travaillent 10% de plus pour le même salaire. Là, rien ne change à part qu'ils travaillent 10% de plus. Je ne suis pas sûr que ça plaise énormément. Oui, c'est pas gagné. Ça peut peut-être se négocier dans des PME, dans des grands groupes, ça paraît plus compliqué. On va voir. C'est peut-être ça la solution. L'autre solution, c'est qu'on n'arrive pas à avoir ça et que donc ces entreprises doivent monter leur prix. Parce que si j'ai 10% de productivité en moins, le coût de production de chaque bien est 10% plus élevé. Et donc, normalement, je dois le vendre 10% plus cher. Et donc, on risque d'avoir un mélange des deux. Dans certaines entreprises, des accords d'entreprise. Alors, toutes les entreprises ne sont pas concernées, évidemment. Mais oui, dans l'agroalimentaire, dans l'automobile, il y a beaucoup d'entreprises où les gens sont assez proches les uns des autres. Et donc, dans certaines entreprises, des accords d'entreprise avec plus de temps de travail, des équipes plus décalées, du travail posté plus important, et puis un peu type réaction aux 35 heures il y a 20 ans.
Et puis, dans d'autres entreprises, sans doute de l'inflation par les coûts, la nécessité de monter les prix pour compenser la hausse des coûts. Donc tout ça, enfin, il faut se rendre compte, on n'en parle pas beaucoup, parce qu'on n'a aucune évaluation quantitative sérieuse, on a juste des trucs anecdotiques, mais ça va changer les process de production, hein, et donc dans un sens qui fait baisser la productivité. Alors plus tard, évidemment, on va nous dire, oui, bien sûr, alors on va robotiser tout ça, probablement le bon côté des choses. On va sans doute déclencher une vague de robotisation, hein, puisque ce sera plus compliqué d'avoir des personnes assez denses dans des usines, quoi. Donc on va sans doute beaucoup robotiser, mais ça met plusieurs années à se faire. Donc au final, est-ce qu'il faut un grand plan de relance en Europe? Est-ce que c'est utile? Non, je crois que ce qu'il faut en Europe, c'est ce que j'ai dit avant. Il faut identifier les quelques industries qu'on veut relocaliser pour des raisons fortes. Et il faut mettre en place les conditions pour que ces localisations soient économiquement viables. Et donc, il faut rendre compétitives à nouveau ces industries implantées en Europe. Donc ça, c'est l'Europe qui doit le faire. Ça doit se faire avec de la dette européenne, non seulement, je l'ai dit déjà, mutualisée, mais avec solidarité. Donc si on doit relocaliser, il vaut mieux relocaliser dans des pays qui vont très mal, hein, et donc ils vont recevoir une part plus que proportionnelle de ce soutien d'Europe. Donc voilà, il faut le faire sur les quelques industries dont on juge qu'il n'est pas normal qu'elles se trouvent ailleurs. Et ça, c'est l'Europe qui doit le faire, parce que je pense que le choix, il y a un côté territoire, quoi. Il va falloir en profiter pour aller… la Grèce a 25% de son PIB qui vient directement ou indirectement du tourisme. S'il y a une crise du tourisme sur plusieurs années, ça serait légitime d'aider les Grecs à attirer d'autres industries et pas relocaliser tout en Allemagne, quoi. Donc, il y a une question de solidarité aussi. Oui, ça, c'est l'Europe qui doit le faire. On ne va pas se battre pour attirer l'industrie du médicament entre les pays européens. Alors après, il y a des choses pays par pays, parce qu'il y a des spécificités pays. Par exemple, en France, vous savez, il y a la question des impôts de production. On parle beaucoup des entreprises. C'est un impôt assez stupide qui tue de la croissance et de l'emploi, parce qu'on taxe le capital, en gros, des entreprises, indépendamment de leur rentabilité, qu'elles soient jeunes, vieilles, très rentables ou pas rentables. Donc, c'est un vrai obstacle. Donc, il faut baisser les impôts de production. Mais là, c'est des spécificités par pays. Mais la partie endettement à très long terme et investissement dans des filières, etc., c'est l'Europe qui doit le faire. Alors, on parle beaucoup de relance et aussi de la manière de faire sortir l'épargne qui est sous le matelas des Français. Alors, les chiffres qui circulent, c'est entre 50 et 100 milliards d'épargne. Et donc, certains disent, si ne serait-ce qu'une partie de cette épargne, on pouvait la remettre dans la consommation, on réglerait déjà une partie des problèmes. C'est ce que vous pensez et comment on peut le faire? Oui, moi je crois, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut essayer d'avoir 3 objectifs en même temps. C'est-à-dire, il faut soutenir l'investissement des entreprises et l'emploi, il faut éviter une énorme épargne de précaution et il faut développer les filières d'avenir. Donc, il me semble qu'une mesure intelligente, c'est une aide massive de l'État à la dépense des ménages orientée vers ces filières d'avenir. C'est sans doute l'occasion de faire le grand plan en rénovation des logements dont on parle. J'ai regardé les chiffres hier. Alors, les chiffres ne sont pas forcément très fiables, il y a plein de sources différentes. Il semblerait qu'il y a entre 5 et 6% des logements en France qui soient ce qu'on appelle des passoires thermiques. Donc, il faille d'urgence re-isoler. C'est l'occasion de le faire, quoi. Les Français ont plein d'épargne, il faut la débloquer sur ce genre de dépenses. Ça va donner du travail à l'industrie du bâtiment qui va en avoir besoin, parce que je pense à nouveau d'immobilier commercial, avec le travail à la maison, avec la difficulté de la distribution traditionnelle va souffrir. C'est l'occasion de sortir les parts des ménages, c'est l'occasion de faire des investissements intelligents dans l'économie d'énergie, dans la transition énergétique. Voilà, la voiture électrique, les Chinois viennent de le faire, hein, une énorme aide fiscale à la voiture électrique. Je pense que c'est plutôt ça qu'il faut faire. Pas une aide globale à la consommation, d'abord on ne sait pas ce que c'est une aide à la consommation. Ce n'est pas la peine, alors, à part à nouveau les ménages qui souffrent beaucoup, mais globalement, macroéconomiquement, ce n'est pas la peine de donner de l'argent aux ménages puisqu'ils ont un taux d'épargne de 40 au moins % en ce moment. Et donc, il faut mettre des aides, alors des crédits à taux zéro, des aides fiscales, etc., pour que les ménages sortent cette épargne et fassent ces dépenses de transition énergétique, par exemple, avec cette épargne.
Et là, vous avez les trois objectifs à la fois. Vous soutenez les entreprises, vous sortez l'épargne des ménages et vous faites des choses dans la direction de la transition énergétique. Est-ce que, compte tenu de ce que vous avez dit précédemment, est-ce que les ménages, justement, doivent redouter ou est-ce qu'on doit redouter une bulle immobilière avec un impact là aussi sur les ménages et plus généralement une explosion du système financier? Est-ce qu'une crise financière peut suivre la crise sanitaire? Alors, je ne crois pas. On lit d'innombrables articles pour expliquer que les banques vont aller très mal. Les banques vont aller très mal aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, le gouvernement américain n'a pas fait ce qu'ont fait le gouvernement européen. Il n'essaie pas d'empêcher la hausse du chômage. Et les Américains, quand ils perdent leur emploi, vous savez, même si ça s'est un peu amélioré, ils subissent une énorme chute de revenus. Ça n'a rien à voir avec la chute de revenus quand on passe au chômage partiel en Europe. Hein. Et la première chose qu'ils font, c'est de faire défaut sur leur crédit. Ils arrêtent de rembourser leurs crédits immobiliers, leurs crédits sur les cartes de crédit, etc. Et ça, c'est parti, c'est déjà là. Et ça fabrique une crise bancaire, hein, puisque les ménages font défaut sur leur crédit. On n'aura pas ça en Europe. Hein. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une crise du système bancaire européen, parce qu'à nouveau, il n'y aura pas une hausse massive des faillites. Il y aura, mais ça ne va pas être massif, parce que les banques s'endettent à moins 0,75% à la BCE pour à peu près n'importe quel montant. Et donc, évidemment, les banques ne vont pas avoir des résultats glorieux cette année ou l'année prochaine, mais je ne crois pas du tout à une crise bancaire. On n'est pas du tout dans une crise de type financier, on n'est pas en 2009. Par contre, je suis très inquiet sur le système bancaire américain, parce que je pense que le gouvernement américain a fait la bêtise de ne pas… Alors, il regrette maintenant, il commence à y réfléchir, mais c'est un peu tard, quoi. Ils ont utilisé la technologie américaine habituelle, et qu'une entreprise qui perd des chiffres d'affaires, le jour même, licencie tous les salariés qu'il faut licencier. C'est aussi le Royaume-Uni. Vous avez British Airways annonce 12 000 suppressions d'emplois. La France ne va pas annoncer 12 000 suppressions d'emplois, ça ne va pas se faire comme ça. Donc, on a cette montée énorme du chômage aux États-Unis qui peut déclencher une crise bancaire aux États-Unis. Mais en Europe, je n'y crois pas. Il ne peut pas y avoir contagion de la finance américaine vers la finance européenne? Oui, mais ce n'est pas du tout comme la dernière fois. La dernière fois, les banques européennes avaient des bilans remplis de titres, de titrisation de crédits immobiliers américains. La titrisation de créances immobilières aux États-Unis, c'est 7 fois moins qu'en 2007 aujourd'hui. Il n'y en a pas du tout dans les bilans des banques européennes. Alors, il y a les banques européennes qui ont de très grosses expositions sur les États-Unis ou l'Amérique latine, d'ailleurs, hein, qui n'est pas en brillant état. Et là, vous avez une spécificité de certaines banques qui sont très grosses aussi aux États-Unis. Ça, ce n'est pas leurs activités européennes qui sont en difficulté. Les activités européennes des banques, ça ne va pas être dramatique, honnêtement. Faut pas… Et alors, personne ne me croit quand je dis ça. Les marchés financiers en particulier massacrent tout ce qui est un cours boursier d'une banque européenne, mais parce qu'il y a la mémoire de 2009, mais on n'est pas du tout dans la configuration. Alors après, vous avez une question qui est importante, c'est qu'est-ce qu'on fait sur les bulles? On crée une montagne de monnaie. Le plus extravagant en ce moment, c'est la Réserve fédérale. La Réserve fédérale a déjà, en un mois et demi, augmenté de moitié la taille de son bilan. C'est absolument invraisemblable. Et ces dollars qui circulent, nous, on aura des euros, ils vont faire des bulles. Et en particulier, je crains à la bulle immobilière, alors pas tout de suite, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui achètent ça, mais assez vite. Et donc, il faut faire, alors c'est un peu technique, mais plus, ce n'est pas les banques centrales qui vont gérer ça. On ne va pas monter les taux d'intérêt, il va y avoir du chômage, on ne va pas monter les taux. Il faut faire ce qu'on appelle du macro-prudentiel. Macro-prudentiel, c'est tout ce qui est réglementaire. Il faut pas, donc, si on a trop, si les prix de l'immobilier augmentent trop, il y a une première réponse qui est de monter les taux d'intérêt, mais elle ne va pas être praticable pendant plusieurs années. Une seconde réponse, c'est la réglementation. Il y a plein de pays qui font ça très bien, le Canada, la Chine, la Suisse, etc., les Pays-Bas. Par exemple, on peut taxer les plus-values immobilières à court terme très fortement pour décourager la spéculation à court terme sur l'immobilier. On peut limiter la quantité pour laquelle on peut s'endetter pour acheter un bien immobilier. Ce n'est pas très populaire, mais je pense qu'il va falloir le faire. Il va falloir utiliser les réglementations pour contrôler la bulle immobilière. C'est ce qu'on appelle, c'est ce terme générique de macro-prudentiel. Je vois qu'on a une question justement là, puisque vous dites qu'il faut réduire finalement en gros un peu la taille de la finance. Il y a une question précise sur l'impact sur le private equity, le LBO, qui était un peu un enfant de la financiarisation de l'économie. Tout ça, ça va être impacté, ça risque de disparaître? L'inverse.
Je pense qu'il y a une vraie tendance qui a commencé il y a 20 ans, qui est par exemple qui peut accélérer, c'est la défiance pour ce qui est coté. Si vous achetez une entreprise cotée en bourse, tout d'un coup, la bourse baisse de 40% et sans que votre entreprise ait le moins de problèmes. Hein, parce que la bourse baisse de 40%, parce qu'il y a un choc, parce qu'il y a de l'aversion au risque, parce qu'il y a une crise qui part dans le monde, parce que Trump met des droits de douane. Si vous achetez la même entreprise dans un fonds de private equity, elle continue à avoir une valorisation qui correspond à la vraie valeur de l'entreprise. Et donc, il y a, depuis 20 ans, un mouvement absolument continuel de glissement des entreprises du coté vers le non-coté. On avait, en 2000, on avait 2 fois plus d'entreprises cotées en bourse que d'entreprises qui appartenaient à des fonds de private equity. Aujourd'hui, c'est la proportion inverse. Il y a 2 fois plus d'entreprises dans des fonds que d'entreprises cotées en bourse. Et je pense que la crise peut accélérer ce mouvement vers le non-coté. Alors, ça pose des questions après importantes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans une économie du non-coté? C'est-à-dire que les entreprises n'ont plus de valorisation quotidienne. Ce qui est assez amusant, c'est que ça rejoint une demande de gauche, si je peux dire, qui est de dire coter toutes les secondes la valeur d'une entreprise n'a aucun sens. Elle publie des comptes trimestriels. Pourquoi est-ce qu'on les cote toutes les secondes? Private equity, justement, il fait ça. Il donne des valorisations peu fréquentes des entreprises qui correspondent à la réalité de l'entreprise. Et donc, je pense qu'on va se diriger vers une économie beaucoup plus du non-coté. Alors, ce n'est pas que le private equity, ce qui est non-coté, c'est l'immobilier. L'immobilier, l'appartement, il n'y a pas de cotation tous les jours. C'est à peu près sa vraie valeur quand on l'estime. Les infrastructures, quand vous achetez un champ d'éoliennes, ça vaut ce que ça vaut. Ça ne dépend pas de l'humeur des acheteurs d'actions. Et donc, je pense qu'on se déplace vers une économie du non-coté. D'accord. Donc, ce sera plutôt favorable à l'Europe où la bourse a moins d'importance qu'aux États-Unis. Oui, alors d'ailleurs, on peut penser que la crise va être beaucoup plus grave aux États-Unis pour plein de raisons. Il y a une première raison qu'on a déjà évoquée, qui est la montée du chômage et des défauts sur les crédits des ménages. La seconde raison, c'est effectivement le poids des effets de richesse boursière, en particulier sur les retraités et les futurs retraités. Et une troisième raison dont on n'a pas parlé, c'est le pétrole. Parce qu'on risque d'avoir, je ne sais pas si c'est un risque d'ailleurs, on peut avoir un prix du pétrole qui soit durablement et pas seulement pendant quelques mois plus bas que ce qui permet d'exploiter du pétrole aux États-Unis. Pour exploiter du pétrole aux États-Unis, il faut un prix du pétrole américain de l'ordre de $35. Aujourd'hui, on est à 12. On n'est même pas sur négatif, vous avez vu. Et peut-être on ne remontera pas à 35. Donc, si on ne remonte pas à 35, on va arrêter de produire du pétrole aux États-Unis. Ce qui est un choc colossal pour l'industrie américaine, qui a une énorme partie qui, et ce que je dis sur le pétrole est vrai aussi sur le gaz. Donc, on a des prix du gaz aujourd'hui qui ne payent pas les coûts de production aux États-Unis. Donc, on risque d'avoir un énorme choc supplémentaire aux États-Unis qui est l'arrêt, quasi-arrêt, de toute cette industrie du gaz et du pétrole américain, ce qui a du sens économique parce qu'on va consommer moins de pétrole au cours du temps avec l'évolution des règles climatiques. Normalement, on devrait arrêter d'en consommer en 2050 et donc ça va décroître. Ce qui a du sens économique pour la planète, c'est de ne consommer au fur et à mesure que les pétroles les moins chers et d'arrêter les pétroles chers. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qui est en train de se faire au Canada, c'est ce qu'on a fait dans l'Arctique, c'est ce qu'on a fait dans l'offshore profond. Les Américains persistaient, parce que c'est chez eux, à vouloir produire du pétrole cher. Sans doute, ça va s'arrêter. Ça, c'est un choc affreux pour l'économie américaine. C'est des millions d'emplois qui s'en vont. Alors, on parlait des États-Unis, donc vous êtes assez pessimiste. Est-ce que vous êtes aussi pessimiste ou plutôt optimiste sur l'avenir de la Chine? Je ne vais pas parler du court terme. Alors, ce qu'on voit quand même en Chine, je fais juste une note de bas de page rapide, c'est que ça ne repart pas comme ça, une économie. Donc, tous ceux qui croient qu'on fait moins 8 de croissance cette année et qu'on va faire plus 10 l'année prochaine devraient regarder qu'en Chine, c'est incroyablement poussif, leur reprise économique, parce qu'il y a des salariés qui ne sont toujours pas retournés au travail, parce qu'il y a les règles sanitaires dont on parlait avant qui rendent la production très compliquée dans certains secteurs, parce que les ménages n'ont pas envie de consommer, n'ont pas envie de s'endetter, ont arrêté d'acheter des voitures, prennent plus l'avion. Donc, ça ne repart pas comme ça après une crise. Donc, c'est poussif. Alors après, sur le plus long terme, il y a un débat pour savoir si la Chine sort renforcée ou affaiblie de cette crise. Alors, renforcée au sens où elle s'en est plutôt mieux sortie. Il y a eu beaucoup plus de morts, tout le monde le sait, que les chiffres officiels, mais elle a géré vite la crise.
en faisant disparaître les nombres de cas nouveaux assez vite avec des mesures extrêmement efficaces, dures mais efficaces. Donc la croissance économique va repartir plus tôt que dans le reste du monde. 2, la Chine est assise sur une montagne d'épargne qui lui permet d'intervenir dans le reste du monde et d'aider plein de pays, et donc d'augmenter son poids politique. Voilà. Et 3, la Chine est une économie qui est assez fermée, en réalité. Hein. Aujourd'hui, elle est devenue une économie assez fermée. Les exportations, c'est 20% du PIB. En Chine, c'est beaucoup moins qu'en France. Donc, une faiblesse durable du commerce mondial n'est pas tellement pénalisante pour la Chine. Ce qui compte pour la Chine, c'est sa demande intérieure. Donc, du point de vue économique, on peut dire que la Chine va sortir sans doute plus forte de cette crise, même si la reprise est très possible. Après, il y a la question du modèle politique. C'est-à-dire que beaucoup de Chinois aujourd'hui sont très critiques, hein, vous voyez, de la gestion politique de la crise, sont très critiques du durcissement du régime. Est-ce que ça déclenche une crise politique? Est-ce que les Chinois réagissent contre les prétextes pris pour durcir le contrôle de la société, qui vont rester là, hein, en Chine? Il y a des questions pour économistes aussi. Est-ce qu'un pays peut être un grand pays innovant à partir d'une base qui sont les grandes entreprises d'État? C'est la stratégie de Xi Jinping. Ou est-ce qu'on a besoin de petits entrepreneurs qui sortent de la fac, qui créent leur start-up, etc., ce qui est quand même beaucoup plus difficile dans un pays très contrôlé, où d'ailleurs Xi Jinping officiellement fait des déclarations disant que la base du progrès technologique en Chine, ce sont les grandes entreprises d'État. Est-ce que ça marche, ça? C'est une vraie question. Ce n'est pas le modèle de la Silicon Valley. Donc, voilà. Donc, il y a plein de questions très importantes sur la Chine. Alors, il est temps de conclure cet entretien. Patrick Artus, j'avais quand même une dernière question un peu plus personnelle pour l'économiste que vous êtes. Hein. Alors, on sait, comme le disait à propos de la crise précédente, la reine d'Angleterre, que les économistes ne sont pas des très bons prophètes et météorologues de la situation à venir. Alors, dans une crise comme celle-là que nous traversons, à quoi peuvent-ils être le plus utiles? D'abord, les économistes, il ne faut pas leur demander de faire des prévisions, c'est une confusion. Les erreurs de prévision sont massives, elles sont toujours dues à des choses que les économistes ne contrôlent pas. Nous, on ne sait pas prévoir les crises sanitaires, on ne sait pas prévoir les guerres, on ne sait pas prévoir les résultats des élections, les 3 douanes de Trump. Enfin, donc, il faut arrêter de demander des prévisions aux économistes, ça n'a pas d'intérêt comme exercice. Je crois que notre travail dans cette crise, je vais prendre l'exemple d'abord de ce qu'on a beaucoup traité dans cet entretien, la question des dettes publiques. Le travail des économistes, c'est d'être clair sur les mécanismes pour éviter les faux débats. Donc, arrêtons, y compris Le Monde, hein, à publier des montagnes d'articles suggérant l'annulation des dettes publiques détenues par les banques centrales ou l'émission de dettes perpétuelles, alors que les dettes publiques détenues par les banques centrales sont annulées. Hein. Donc, il ne faut surtout pas les annuler explicitement. Parce que si vous les annulez explicitement, ça ne sert absolument à rien. 2, vous allez créer une panique terrible sur les marchés financiers, les taux d'intérêt vont s'envoler. Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut comprendre que ces dettes publiques sont annulées. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire 10 000 signes pour expliquer qu'il faut le faire. Donc, notre travail, c'est d'essayer de concentrer le débat public sur les questions importantes. Les questions importantes aujourd'hui, on en a touché beaucoup, hein, c'est quelle politique industrielle en Europe, par exemple, comment on fait des relocalisations de façon intelligente, avec quel type d'intervention des États, quelle politique macro-prudentielle pour éviter des bulles, hein, compte tenu de l'explosion de la quantité de monnaie. Voilà, ça, c'est des vrais débats publics. Et donc, notre travail, c'est de dire, voilà, réfléchissons là-dessus, c'est pas évident, ces questions, et évitons de perdre du temps sur des choses qui ne sont pas des vraies questions. Je prends un autre exemple, l'hélicoptère monnaie. Alors, je pense que, comme tous les journaux, Le Monde est couvert de propositions de contributions extérieures suggérant qu'on fasse de l'hélicoptère monnaie dans ces crises. Le problème, c'est qu'on le fait. L'hélicoptère, ça veut dire distribuer massivement de l'argent à tout le monde. C'est une vieille idée de Milton Friedman, mais qui a complètement changé de sens. Friedman expliquait que si un hélicoptère lâchait des billets sur la population, ça ferait de l'inflation. Et aujourd'hui, c'est plus ça la définition. La définition, c'est l'État, la Banque centrale donne de la monnaie à des catégories sociales qui ont particulièrement besoin d'être soutenues. C'est plutôt ça qu'on a aussi appelé le QE, le quantitative easing ciblé. Alors, c'est exactement ce qu'on fait. Quand l'État français soutient le revenu des personnes qui sont au chômage partiel ou des indépendants qui ont des gros problèmes,
en faisant du déficit public, il émet une dette, et cette dette est immédiatement achetée par la Banque de France qui met de la monnaie à la place. Cette opération est exactement équivalente à une opération où la Banque de France donnerait des billets aux personnes en chômage partiel. Donc, nous faisons de l'hélicoptère-monnaie. Donc, voilà, donc notre boulot, c'est de dire ça. C'est de dire arrêtez de remplir les journaux d'articles qui suggèrent de faire l'hélicoptère-monnaie parce que ça perd de la surface éditoriale, et, alors qu'on le fait déjà. Donc, voilà, donc notre travail, on est dans des mécanismes extrêmement compliqués. C'est très compliqué la politique monétaire menée aujourd'hui. Oui, cette imbrication budgétaire monétaire est hyper compliquée. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas, et c'est normal qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que même dans les milieux de la finance, il y a plein de gens qui ne comprennent pas. Donc notre travail, c'est d'essayer d'expliquer pour que le débat public aille sur les bons sujets. Je crois que c'est ça le boulot de l'économiste. Eh bien, Patrick Artus, réfléchir, c'est ce que nous avons essayé de faire ce matin. Merci beaucoup de nous avoir consacré cette heure très claire et très intéressante. Et donc, à bientôt pour un nouveau club de l'économie. Ce sera à la fin mai. Merci à tous et à bientôt.